Le nouveau libre-échange, c'est présentement plus qu'un principe économique, c'est un régime juridique, c'est un régime politique qui vise à restreindre le pouvoir des démocraties pour protéger celui des investisseurs. L'ALENA, l'accord de libre-échange nord-américain dont on entend beaucoup parler ces temps-ci, a créé un précédent en introduisant une protection ardue des investisseurs étrangers. Ces clauses ont ensuite été imitées dans presque tous les traités. Ça, ce que ça veut dire, c'est qu'une compagnie étrangère peut poursuivre un État, donc un gouvernement, où elle investit si elle s'estime lésée par les actions de ce gouvernement-là. Comme la plupart d'ailleurs des dispositions visant à protéger les investisseurs étrangers, ça comporte le risque d'être applicable à tout règlement qui porte préjudice au profit privé. Est-ce que c'est la voie ouverte au démantèlement des politiques nationales? Chose certaine, ça devient de plus en plus ardu pour un État de légiférer sur des questions liées, par exemple, à la justice sociale, à l'environnement, aux conditions de travail ou à la santé publique. Si telle société, si telle compagnie transnationale va se croire lésée, elle a un recours. Puis un litige commercial, c'est généralement long et par conséquent très lucratif pour les cabinets d'avocats. Il y a d'ailleurs un document il y a quelque temps de deux organisations non gouvernementales qui a montré tout l'intérêt des grands cabinets spécialisés dans le droit commercial à se lancer dans des litiges longs et complexes. Je vous propose quelques exemples pour illustrer mon propos. Vous allez voir à quel point c'est concret et ça nous touche dans le réel. En 1997, le Canada a décidé de restreindre l'importation et le transfert de l'additif à carburant MTM soupçonné d'être toxique. Ethyl Corporation a poursuivi le gouvernement canadien en vertu de l'ALENA pour lui arracher des excuses et 201 millions de dollars accessoirement. En 1998, SD Myers Inc. a déposé une plainte contre le Canada pour son interdiction pendant quelques années de l'exportation de déchets contenant des BPC, donc qui sont des produits chimiques synthétiques employés dans l'équipement électrique extrêmement toxiques. Le Canada a perdu devant le tribunal constitué sous l'ALENA, qui a accordé 6,9 millions de dollars canadiens à SD Myers en 2004, en vertu de l'ALENA. Cargill a obtenu 90,7 millions de dollars américains du Mexique, reconnu coupable d'avoir créé une taxe sur certaines boissons gazeuses, lesquelles sont à l'origine d'une grave épidémie d'obésité au pays. En 2010, Abitibi-Bowater avait fermé certaines de ses installations terre-neuviennes et mis à pied des centaines d'employés, ce à quoi le gouvernement de la province avait répondu en reprenant l'actif hydroélectrique. N'acceptant pas cette intervention, Abitibi-Bowater a intenté une poursuite de 500 millions de dollars. Pour éviter un long conflit juridique, Ottawa a offert 130 millions de dollars à l'entreprise, rien que ça. Toujours en 2012, la compagnie Windstream Energy a contesté le moratoire ontarien sur l'exploitation de l'énergie éolienne en mer. L'Ontario estimait que les recherches scientifiques nécessaires n'avaient pas encore été réalisées et que Windstream n'avait pas mis en place de stratégie digne de ce nom. En 2016, le tribunal constitué sous l'ALENA a donné raison à Windstream. L'Ontario lui a versé les 25,2 millions de dollars canadiens en dommages. En 2013, la compagnie Lone Pine Resources a annoncé sa volonté de poursuivre Ottawa à cause du moratoire québécois sur les forages dans les eaux du fleuve Saint-Laurent. Il est à noter que plusieurs des compagnies poursuivantes étaient dans les faits, des entreprises issues des pays qu'ils attaquaient. Comment ont-elles pu, dans ce cas-là, se présenter comme des investisseurs étrangers si elles venaient du pays en question? Bien, il y a plusieurs tours de passe-passe qui sont possibles. Par exemple, dans le cas d'Ethyl Corporation, elle est une entreprise américaine constituée conformément aux lois de l'État de la Virginie, mais est l'actionnaire unique d'Ethyl Canada Inc., qui est constitué en vertu des lois ontariennes. Quant à Abitibi-Bowater, dont le siège social est à Montréal, vous me direz donc c'est au Québec, c'est au Canada, comment ont-ils fait pour poursuivre l'État canadien? Bien, en s'incorporant dans l'État du Delaware, qui est un paradis fiscal. Les compagnies n'ont pas toujours gagné ces poursuites, fort heureusement, mais celles-ci se multiplient. Les États doivent fournir des ressources financières et techniques pour assurer leur défense. Ce mécanisme-là, il est à sens unique, parce que c'est toujours l'État qui est défendeur et c'est toujours la multinationale qui est demanderesse. Selon un rapport de la Conférence des Nations unies sur le commerce et le développement datant de 2013, les États ont gagné ces poursuites, dont 42 % des cas, contre 31 % pour les entreprises. Les autres différends ont fait l'objet d'un règlement à l'amiable entre les parties. Donc, les poursuivants ont ainsi pu faire contrer la volonté politique des États, en totalité ou partiellement, dans 58 % des cas. Mais il y a quelque chose que ce chiffre-là néglige. C'est celui de la pression que les clauses de protection des investisseurs font peser sur les États, qui vont être pris pour renoncer d'emblée, avant même de les avoir mis en place, à certaines politiques pour ne pas se retrouver devant les tribunaux.
Prenons par exemple en Australie, en 2012, ils ont appliqué ce qu'on appelle la mesure du paquet neutre, du paquet de cigarettes neutre. Donc la compagnie de produits de tabac Philip Morris International, qui avait aussi poursuivi l'Uruguay en 2010 pour ses politiques en matière de tabac, a alors intenté une poursuite contre l'État australien en s'appuyant sur un traité de libre-échange. Craignant d'être elle aussi victime de tels recours judiciaires, la Nouvelle-Zélande a suspendu l'entrée en vigueur de la politique du paquet neutre. Au Royaume-Uni, le premier ministre a quant à lui reporté le débat sur la question, attendant que le verdict de la poursuite contre l'Australie soit rendu. Puis les cigarettières ont aussi menacé la France en 2014 de lui réclamer 20 milliards de dollars advenant une politique similaire à celle de l'Australie. La France l'a mis en place, mais 3 ans plus tard. Donc les transnationales, qui sont parfois plus puissantes que les gouvernements, peuvent faire fléchir par la menace ou dans la réalité la volonté des peuples. Et si les volontés et la sécurité des peuples nuisent à leur profit, on les écarte. J'en parle dans Despotisme sans frontières, présentement en librairie.